Yeah. Fascinating, fascinating. Well, thank you, Ian. That was fascinating use of technology to protect society, I would call it. And what's fascinating about what you're doing is the simplicity that your model has, as you very well said. It's applicable to everything. But you said something about Dr. Luther King saying he's bending towards justice. It reminded me of one thing. In my past life, I was an auditor with Pricewaterhouse, and they sent me to audit for the International Red Cross and Red Crescent societies. I did 60 countries in 10 years. When I left the International Federation in Geneva, they asked me, did you find a lot of fraud in your audits? And I said to them, I found a lot less fraud than I thought I would in 10 years. They asked me, why do you think that's it? Because a human being is a bit better than we think it is. So that's part of what you're doing. Bravo. It's absolutely fascinating. Should speak to Geraldine. Geraldine should speak to him about your friend doing that. It's amazing. Okay. So we're coming to the last talk before we go for lunch. It's called Accelerate Digital, Financial, and Energy Inclusion in the Middle East of Africa and Africa. It's done by our good friend that was here before, Brutus Sadu Diakite, who returns to discuss the significant strides towards digital inclusion, we spoke about it before, and the integration of technology in sustainable development across MEA regions. Brutus, where are you? There you go. C'est tout à toi, mon vieux. Vas-y. Okay. I will switch to French, but if you have a question or if you don't understand some some word, I can make this part in English if you ask. So, je suis vraiment très fier aujourd'hui d'être là, donc pour parler d'inclusion et d'innovation. Et je pense que le monde est innovation. Et je me base sur les précédentes présentations, notamment les brillantes présentations sur l'intelligence artificielle, où j'ai, on va dire, navigué un peu entre la fascination et la peur. Mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense que nous avons besoin d'innovation, et l'innovation, c'est ce qui met en marche la roue de la vie. Mais cette innovation a vraiment besoin d'être inclusif. Tout le monde doit pouvoir en bénéficier et ça doit être utilisé dans le sens du bien et au service de l'humain. C'est pourquoi à Orange, nous avons identifié que effectivement l'innovation doit être mise au service de toute la population. Ça doit être au-dessus des considérations, on va dire, financières seulement, mais ça doit être vu sous l'angle du développement durable. Et c'est là où nous partageons la même vision avec le World Electronic Forum sur la partie inclusion et innovation. Nous pensons que nous devrons travailler ensemble. Toute l'industrie de l'électronique doit travailler ensemble pour accélérer l'innovation, accélérer en même temps l'inclusion digitale, l'inclusion énergétique, mais aussi l'inclusion financière dans une zone, comme ça vient d'être dit dans une présentation précédente, dans une zone où on a quand même, on va dire, quelques points d'amélioration à saisir. Je vais passer. Alors, pour nous, l'innovation, en fait, c'est pas un mot, c'est pas quelque chose d'unique.
c'est un ensemble. Dans quel sens? L'innovation est nourrie par la connectivité, mais pas seulement. C'est aussi nourri par l'énergie, c'est nourri par la partie financière, mais aussi par le digital. Donc, quand on parle, on ne veut pas utiliser en fait le mot inclusion digitale seulement parce que l'inclusion digitale doit reposer sur quelque chose. C'est pourquoi nous avons mis l'inclusion au centre et nous avons mis tous les éléments en fait autour de l'inclusion et nous considérons cela comme un cercle vertueux. Si on veut réellement réussir l'innovation, on doit travailler sur l'ensemble de ces facteurs clés qui sont en fait définis ici. Donc, le premier point de l'innovation pour nous, c'est la connectivité. C'est la connectivité, c'est la porte d'entrée. C'est ça qui permet de construire, on va dire, un réseau entre les êtres humains. Tout de suite, j'étais en train de dire que lorsque j'étais jeune, j'avais des difficultés à joindre mes parents parce que j'étudiais dans un pays éloigné et comme j'étais étudiant, j'avais besoin souvent de garder ce contact. Et ce contact pour l'être humain est très important parce que l'être humain est un être, on va dire, sociable, en fait, qui a besoin de contact, qui a besoin de réseau pour pouvoir fonctionner. En fait, son réseau, son contact, c'est sa force. Donc, on doit construire cette connectivité. Et au niveau de Orange, on l'a saisi et chaque année, nous dépensons 1 milliard d'euros dans la construction de réseaux de télécommunications et de dernière génération. Nous construisons ces réseaux, nous étendons leurs capacités et nous veillons toujours à avoir des innovations en fait au sein de ces réseaux-là. On peut être tenté de dire que bon, vous êtes une grande entreprise capitaliste, quand vous construisez les réseaux, c'est peut-être seulement pour gagner de l'argent, mais pas seulement. Parce que nous identifions aussi des zones rurales où il n'y a pas de couverture et nous avons tout un programme en fait adapté pour la couverture de ces zones rurales. Et c'est quelque chose qui impacte en fait fortement les populations. Aujourd'hui, nous avons dans nos zones de présence, nous parvenons à couvrir environ 90% des populations et nous continuons parce que notre objectif, c'est de faire de la zone Africa and Middle East une zone qui soit 100% connectée. Nous avons, avec nos partenaires, je pense qu'il y a certains qui sont ici, notamment Huawei, conçu des réseaux qui sont plus simples à mettre en œuvre, qui peuvent être plug and play et qui sont adaptés, par exemple, pour couvrir des petits villages de 1000 habitants, des petits villages de 500 habitants, qu'on ne puisse plus prendre le prétexte de la petite taille des localités pour ne pas les couvrir. Et aujourd'hui, toutes les solutions existent pour les couvrir. Donc, une fois que nous avons couvert ces zones, parce que la couverture, c'est vraiment la porte d'entrée. Une fois que nous avons réussi à faire cette couverture, à partir de là, tous les autres services viennent en fait en complément. Maintenant que nous avons la couverture, on a besoin des handsets, c'est-à-dire qu'on a besoin des téléphones et des équipements pour pouvoir exploiter cette connectivité. Et là aussi, c'est un frein, parce que généralement, dans le passé, les handsets, ça coûtait extrêmement cher et tout le monde n'a pas les moyens d'accéder en fait à cette richesse de connectivité que nous mettons à disposition de la population. C'est pourquoi nous avons aussi travaillé avec nos partenaires, les fabricants de téléphones, les fabricants de box qui permettent d'avoir Internet pour réduire considérablement les coûts d'accès en fait à ces terminaux. Donc, nous parvenons à avoir des téléphones aujourd'hui dont les prix varient entre 6 dollars et 20 dollars et des box qui sont 4G et 5G dont les prix commencent à partir de 50 dollars. C'est une révolution parce que dans la zone Afrique, il y a des zones en Afrique auparavant. Moi, je me souviens en 1997, une SIM dans un pays, je ne sais pas, certains le connaissent, au Mali, une SIM coûtait environ 400 euros, pas le téléphone. Je parle de la SIM. La SIM coûtait 400 euros. Donc, vous imaginez, ça c'était en 1997. Aujourd'hui, lorsque Orange est arrivé dans ce pays, on a commencé à mettre la SIM à 50 euros. Et aujourd'hui, souvent, la SIM est donnée avec le téléphone ou c'est vendu à moins d'un. Donc,
C'est très important en fait de travailler avec l'industrie. C'est pourquoi le réseau, avoir cette connexion et avoir aussi des initiatives comme les initiatives du World Electronic Forum, c'est très important de travailler en réseau. Nous ne fabriquons pas les SIM, nous ne fabriquons pas les téléphones. Donc, il faut qu'on soit ensemble pour pouvoir faciliter cela. Alors, une fois qu'on a la connectivité et qu'on a les équipements pour accéder à cette connectivité, écoutez, rien ne marche si on n'a pas d'électricité. Et ce qui arrive, comment nous avons constaté ça, c'est qu'il est arrivé qu'on soit parti dans des localités sur demande des populations, d'installer le réseau et de nous rendre compte que les populations avaient des difficultés à maintenir leur téléphone en marche parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, tu as le réseau, tu n'as pas d'électricité, même si tu as le handset, tu as le téléphone, tu ne peux pas communiquer. Donc, et puis souvent, c'est des zones qui sont excentrées et le réseau d'électricité du pays n'arrivera pas de sitôt en fait dans ces endroits. Chaque pays a sa stratégie de couverture en électricité. Excusez-moi. Chaque pays a sa Chaque pays a sa stratégie de développement en fait du réseau électrique. Et donc nous, à Orange, nous avons étudié le problème, nous avons apporté une solution à travers Orange Energy. Orange Energy, c'est quoi? C'est des kits solaires plug and play et ça tombe à pic. Dans notre zone de présence, c'est une zone qui est fortement ensoleillée. Il y a beaucoup de pays dans ces zones qui ont les taux d'ensoleillement les plus élevés en fait du monde, hein, parmi les plus élevés. Il y a des pays où tu as 300 jours d'ensoleillement en fait par jour. Donc les kits solaires sont absolument adaptés en fait pour ces zones. C'est des kits solaires qui te permettent de pouvoir charger ton téléphone, d'avoir de la lumière pour permettre aux enfants d'étudier et aussi de pouvoir avoir certaines applications. La chose la plus importante, c'est que à travers ces kits solaires, nous avons aussi parallèlement créé des emplois. Par exemple, dans certaines localités, il y a des jeunes qui voulaient ouvrir des ateliers de coiffure, mais comme il n'y a pas d'électricité, les machines marchent avec l'électricité. Donc, en mettant en place ces kits solaires, ils pouvaient déjà lancer leur petit business. Donc, lancer leur business, avoir leur équipement pour ouvrir leur salon de coiffure et en même temps être joignable, pouvoir prendre des rendez-vous et pouvoir avoir leurs clients. En plus, aussi pouvoir s'exposer sur Internet pour dire que désormais, à tel endroit, vous avez un coiffeur, à tel endroit, vous avez une cabine téléphonique, à tel endroit, vous avez un cyber, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui permet de développer aussi l'économie locale. Aujourd'hui, nous avons plus de 300 000 foyers qui disposent de ces kits. Notre ambition, c'est d'atteindre 1 million de foyers en 2025. Et cette offre est déjà disponible dans 12 pays et c'est une offre qui a commencé en Tunisie. Donc, c'est en Tunisie d'abord en fait que nous avons lancé ces offres-là et aujourd'hui, nous sommes déjà dans 12 pays et nous allons continuer à étendre les capacités en fait de l'offre. Mais ça ne se limite pas à ce niveau. Nous avons aussi travaillé avec les compagnies d'électricité pour leur permettre d'optimiser leur production. Nous avons une plateforme qui permet cela. Donc, cette plateforme, quand elle est utilisée, elle permet d'optimiser, de superviser en fait les réseaux de production d'électricité. OK. Donc, maintenant, on a la connectivité. On a la connectivité, on a les devices, on a l'énergie. Je pense qu'on a quand même déjà suffisamment d'éléments pour évoluer dans l'inclusion. Et là, on est passé au niveau de la partie financière, les services financiers. C'est tellement important pour la zone Afrique. En Afrique, tu as dans certains pays moins de 5% de la population qui dispose d'un compte bancaire. Dans beaucoup de pays, c'est la situation qui se passe. C'est des personnes qui, même s'ils se déplaçaient avec toute la bonne volonté du monde pour aller voir les banques, ils ne peuvent pas ouvrir des comptes bancaires parce qu'ils ne disposent pas des prérequis nécessaires pour pouvoir ouvrir un compte bancaire. Donc, c'est à la limite des clients qui ne sont pas bancables, si on peut le dire comme ça. Et
Donc, comme ils ne sont pas bancables, ils sont exclus du système financier. Ils ne peuvent pas prendre de prêts, ils ne peuvent pas avoir des financements pour pouvoir financer leur activité, ils ne peuvent pas faire des virements de compte en compte, ils peuvent pas acheter, ils ne peuvent pas disposer de carte de crédit, ils ne peuvent pas acheter sur Internet. Donc, ils sont complètement exclus, en fait, du système financier. Donc, avec Orange Money, sur la partie mobile money, la première des choses que nous avons faites, c'est que ces personnes-là disposent maintenant de quelque chose qui ressemble à un compte bancaire dans un premier temps. C'est-à-dire qu'ils peuvent stocker leur argent, ils peuvent transférer, qui est l'équivalent du virement, peuvent transférer leur argent avec l'avantage que c'est instantané, c'est beaucoup plus rapide. Ils peuvent utiliser ça aussi pour faire des paiements sur Internet, comme ceux qui disposent aujourd'hui de cartes bancaires. Et à travers des partenariats que nous avons mis en place, nous avons des partenariats avec des majors du domaine comme Mastercard et comme Visa, qui permet aujourd'hui d'attacher une carte Visa en fait à ton compte Orange Money. Donc, c'est l'équivalent en fait d'un compte bancaire. Nous avons aujourd'hui plus de 90 millions de clients qui disposent en fait de compte Orange Money chez nous. Et quand tu regardes la volumétrie des transactions, dans certains pays de présence, nous avons plus de clients que l'ensemble des banques réunies et nous faisons 10 à 20 fois plus de volume de transactions que l'ensemble en fait des banques réunies. Cela veut dire que ça répond à un besoin réel. Et je voudrais à ce stade-là vous donner un chiffre. Lorsqu'on regarde dans la zone subsaharienne, en Afrique subsaharienne, nous avons plus de 80% des nouveaux jobs créés ou bien des jobs se trouvent dans le domaine informel. C'est le domaine informel qui est la réalité en fait de l'économie dans ces zones-là. Et ce domaine informel n'a pas accès au système financier. Et une fois que tu réponds aux besoins de ce domaine informel, c'est là, quand tu vois la volumétrie des transactions, que tu te rends compte que c'était tout un pan de l'économie africaine qui n'était pas adressé par le système financier formel. Donc, aujourd'hui, nous avons, constatant cela, nous avons donc étendu les services financiers aux services financiers qui sont faits par les banques classiques. C'est pourquoi nous avons lancé Orange Bank. Nous avons lancé Orange Bank qui donne les mêmes services, qui te permet donc d'avoir des comptes épargne, en même temps qui te permet aussi de pouvoir avoir des investissements, on peut te financer tes projets et c'est quelque chose qui va très vite. Le premier pays dans lequel nous avons lancé cela, c'est la Côte d'Ivoire. Nous avons lancé Orange Bank en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons plus de 1 million de clients au niveau de Orange Bank Côte d'Ivoire. Et nous pouvons déjà dire que nous avons déjà octroyé à peu près 400 millions d'euros, c'est 300 milliards de francs CFA, ça fait beaucoup d'argent dans la zone. Nous avons déjà octroyé des prêts à des petits entrepreneurs, à des particuliers, jusqu'à hauteur de 400 millions d'euros. Et on ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Donc, nous allons étendre ça. Nous avons une zone de présence, nous sommes présents dans 17 pays dans la zone. Aujourd'hui, il y a un seul pays qui est couvert, c'est la Côte d'Ivoire. Et donc, le prochain pays que nous allons couvrir, c'est le Sénégal. Et nous allons étendre au fur et à mesure à l'ensemble des pays. Aujourd'hui, nous avons aussi, comme je l'ai mis ici, plus de 130 milliards de dollars de transactions qui circulent sur ça. C'est vous dire que c'est quand même quelque chose qui est déjà assez énorme. Et ça permet à beaucoup de personnes quand même de pouvoir lancer leur activité. Il y a une autre application, c'est la tontine. Je ne sais pas si ça vous parle. Souvent, les femmes font des tontines entre eux. Et avec Orange Money, nous avons la possibilité de digitaliser cette tontine. Et c'est une application qui marche beaucoup. Alors, maintenant que nous avons mis tout en place, nous avons le réseau, nous avons les devices, nous avons l'énergie et nous avons le financement. Donc, nous pouvons penser à lancer maintenant nos entreprises. Nous pouvons commencer à penser start-up. Est-ce qu'on peut développer maintenant, on peut permettre aux jeunes de la zone de ne pas seulement avoir accès à la technologie, de ne pas seulement avoir accès au digital, mais d'en faire quelque chose.
Est-ce qu'ils peuvent l'utiliser pour être des agents actifs de l'économie digitale? Et on s'est posé la question, pour être agent actif de l'économie digitale, il faudrait au moins avoir un minimum de training en fait dans le domaine. Et on s'est rendu compte que c'était quand même un défi majeur. Comment mettre en place ce training en fait pour les populations qui souvent ne disposent pas de moyens et ne disposent pas de ce qu'il faut en fait comme matériel pour pouvoir avoir cette training. C'est pourquoi nous avons mis en place les Orange Digital Center. Et aujourd'hui, ces Orange Digital Center, nous en avons 16. Nous avons lancé 16 Orange Digital Center. Ces Orange Digital Center permettent de former des jeunes qui sont sans diplôme ou qui ont des diplômes. Et à la sortie, ils disposent d'un certificat qui leur permet de travailler déjà pour la plupart. Et il y a certains, quand ils finissent la formation, automatiquement, ils lancent leur start-up. Et donc, dans les Orange Digital Center, nous avons aussi mis en place des incubateurs avec des accélérateurs aussi. Donc, nous les accompagnons depuis la formation jusqu'au lancement, en fait, de leur business. Donc, aujourd'hui, nous avons accompagné plus de 226 startups dans ce domaine-là pour les aider à participer activement à l'économie digitale. Donc, comme je le disais dans mes propos liminaires, nous avons beaucoup de choses en commun avec le World Electronic Forum. Et pour faire tous ces travaux, nous ne le faisons pas seuls, nous le faisons avec l'ensemble des acteurs de l'industrie des télécoms. Je veux parler, par exemple, des fabricants de téléphones. Je veux parler aussi des éditeurs de cours en ligne. Je veux parler aussi des éditeurs de solutions de e-learning avec des tablettes qui sont adaptées. Et nous avons l'habitude aussi, nous avons des programmes à côté qui sont des Orange Digital School aussi. Il y a des écoles primaires qu'on équipe souvent en tablettes avec des cours qui sont préinstallés à l'intérieur des tablettes pour créer une sorte d'immersion digitale en fait pour les plus jeunes depuis les écoles primaires. Alors, la dernière brique, c'est maintenant que nous avons la start-up est lancée. Généralement, quel est le problème que les startups rencontrent? J'ai mon produit, comment je vais rencontrer mon marché? Où est-ce que je vais le rencontrer et qui va me donner accès à ce marché-là? Et justement, nous avons construit une plateforme, une super application. Si ça ne vous parle pas, je pense que beaucoup de personnes connaissent WeChat, l'application de la Chine, WeChat, ou Alipay. Donc, nous avons construit une plateforme comme WeChat qui s'appelle Maxit et qui a aujourd'hui déjà environ 10 millions de clients. Et nous prévoyons 30 millions de clients à la fin de cette année déjà. En 2030, nous aurons environ 100 millions de clients à l'intérieur de cette application. Pourquoi c'est important à ce stade? Parce que les startups, généralement, ont des produits digitaux. Il faut qu'ils puissent exposer ces produits digitaux. Deux choix. Soit ils conçoivent leur propre application, et ça va leur prendre beaucoup de temps, parce que pour pouvoir faire du marketing digital, il faut avoir beaucoup d'argent, et ça va prendre plusieurs années aussi pour pouvoir avoir un retour sur investissement. Nous, on leur permet de dépasser ce stade-là, et donc de pouvoir faire du scale-up très rapidement. Donc, on a cette plateforme, et sur la plateforme, nous avons une marketplace. Et cette marketplace permet aux startups de venir et d'exposer leurs produits aux 30 millions de clients que nous avons. Donc, sur l'application. C'est comme ce qui se passe sur WeChat. Je ne sais pas si vous le savez. Vous pouvez venir, vous développez votre mini-app, votre mini-programme que vous mettez sur WeChat. C'est la même chose. Donc, pour les startups, nous les prenons, nous les assessons et nous exposons leurs produits à ces 30 millions de clients. Avec quel avantage? Avec déjà l'avantage du moyen de paiement.
C'est-à-dire que sur la plateforme, les moyens de paiement sont déjà intégrés. La gestion de l'identité, c'est-à-dire l'identité du vendeur et l'identité du client, c'est déjà pris en charge sur la plateforme. Eux, ils ne s'occupent pas de ça. Et ça, c'est deux problèmes majeurs qui se posent aussi aux startups. Donc, ils ont un moyen de paiement, ils ont la possibilité de gérer l'identité et nous, on gère le marketing digital pour eux. Nous mettons nos équipes de marketing digital à leur disposition pour leur permettre de mettre leur projet en avant, de pouvoir faire la pub de leur projet auprès de nos clients. Et dans ce marketing digital, vous savez, à travers nos réseaux, on peut envoyer des SMS, on peut envoyer des mails, on peut faire beaucoup de choses pour les aider à mettre en avant en fait leurs produits. Mais cela ne se limite pas seulement aux startups, en fait, parce que qu'est-ce que nous avons constaté? Il y a des majors du marché comme Disney sur la partie de la vidéo on demand ou comme Netflix toujours sur la partie de la vidéo on demand. Souvent, quand tu es en Afrique, tu ne peux pas accéder à ces plateformes parce que les moyens de paiement que tu as, ils ne les acceptent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas souvent l'Afrique, ils n'ont pas, c'est pas encore dans leur stratégie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que souvent les contenus qui sont à l'intérieur de ces plateformes ne sont pas forcément adaptés aux attentes des clients dans la zone Afrique. Et donc, à travers notre plateforme, nous allons solutionner ces deux-là. Déjà, le point sur le contenu, c'est permettre aux créateurs de contenus locaux qui aujourd'hui peinent à trouver des débouchés pour leur production, de venir exposer leur production sur la plateforme, puisqu'on a déjà 30 millions de clients qui sont là, qui sont à la recherche, parce que même s'ils ont leurs moyens de paiement, ils ne peuvent pas accéder à Netflix, ils ne peuvent pas accéder à Disney. Donc là, c'est comme la plateforme ressemble un peu à ce que Uber fait, pour que ça soit un peu clair pour les gens. Uber, qu'est-ce que Uber fait? Uber apporte une solution à deux problèmes. Le premier problème, c'est des taximans, des personnes qui disposent peut-être de véhicules et de temps. Ils disposent d'un bien qui est là, c'est-à-dire ils ont leur véhicule, ils ont du temps, mais ils ne savent pas quoi en faire. Il y a des clients aussi qui sont là, qui ont besoin de se déplacer, qui n'ont pas de véhicule et qui ne savent pas où est-ce que les taxis se trouvent. Donc, Uber parvient à résoudre ça en disant aux clients qui ont besoin de déplacement, voilà, moi j'ai des personnes qui sont là, qui sont disponibles, qui ont du temps, et moi je garantis la qualité de la course. Venez, ils peuvent vous amener là où vous voulez. Et ça permet aux clients aussi d'accéder à un déplacement plus sécurisé et très rapidement, et tracé. Et c'est exactement la même chose que nous faisons. Nous prenons ces contenus, nous onboardons, l'onboarding, bon, c'est un terme, on va dire, un peu compliqué, mais c'est une manière de dire que nous assessons, en fait, ces fournisseurs de contenu, ces créateurs de produits, ces fournisseurs de services aussi, et nous les mettons en contact avec les clients et nous nous assurons que les choses se passent bien. Cela nous permet donc de boucler, en fait, la boucle de l'inclusion de notre point de vue. Et nous partageons, je pense, ce point de vue avec le World Electronic Forum. Comme vous le voyez, c'est une démarche qui est construite, qui part de l'accès aux nouvelles technologies, de l'accès au réseau, jusqu'à la partie mise en relation, en fait, avec les clients. Et notre objectif, comme je l'ai dit tantôt, c'est déjà d'avoir sur cette plateforme 100 millions de clients et d'avoir autant d'entreprises qu'un WeChat en Chine peut avoir. Parce que quand on regarde WeChat en Chine, c'est quand même 1 milliard d'utilisateurs uniques par jour. Et ils ont 7 millions de petites et moyennes entreprises qui sont sur leur plateforme. 7 millions. Donc, je ne dis pas qu'on fera la même chose exactement, mais si on peut déjà faire ça, ce serait une bonne chose. Parce que, voyez-vous, la chose la plus difficile pour un entrepreneur, c'est rencontrer son marché. Il se trouve que je me suis un peu essayé à ça aussi. Pendant mes temps perdus, donc, j'ai fait de l'élevage de poulets. Et en fait, quand on rentre dans l'élevage de poulets, on a l'impression que c'est élever les poulets qui est le plus difficile. Mais la vérité, ce n'est pas ça. Élever les poulets actuellement avec des poulets
Peut-être qu'ils sont élevés avec l'intelligence artificielle, je ne sais pas, mais c'est très simple. Hein. Tu les prends, tu les nourris. Il y a déjà des aliments qui sont préfabriqués. Tu prends les aliments, tu leur donnes. À 45 jours, ils ont déjà 2 kilos. Vient se poser un problème. Plus tu avances, plus ils consomment des aliments. Et ça devient de plus en plus cher. Et il y a des intermédiaires. Comme tu ne connais pas le marché et que toi, tu as considéré que c'est élever les poulets qui est le plus difficile, tu vas te retrouver face aux intermédiaires qui vont diviser par 2 le prix du marché. Et toi, tu n'as pas le choix, tu es coincé parce que tous les jours, les poulets mangent plus. Et donc, quand tu n'as pas un marché, te lancer directement dans une aventure comme ça peut très, très mal finir. Et je connais beaucoup de personnes pour lesquelles ça a mal fini. Et ce qui manque généralement en Afrique, c'est ça. Les gens ont les produits, mais ils n'ont pas de plateforme pour commercialiser. C'est la même chose pour les mangues. Au même moment où dans certains pays, les mangues manquent, en Afrique, dans certains endroits, ils sont en train de pourrir. Donc, cette inclusion qui permet à tout le monde de bénéficier des produits et des services de tout le monde, c'est notre credo. Et je vous remercie. Merci. Okay. Alors, on avait une petite vidéo, je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps de la voir. Non, si tu peux là, vas-y. Ok. Je vais vous laisser l'apprécier. Thank you. Thank you. Okay, so we're gonna go for lunch, but just before going for lunch, which company Brutus work for? Orange, no? What does he sound like here when he was talking to you? Like a banker, no? Didn't he sound like a banker? He spoke about opening bank accounts. He spoke about financing startups. He spoke about platforms. He spoke about connectivity. What you've just seen is the most profound change of society today. We're changing financial systems. Tech companies are going to be the banks of futures. Orange, Amazon, doesn't really matter which one, Facebook. Those are going to be banks. The current banks will disappear within 5 to 10 years maximum.
they'll be replaced by these people. Why? Because there's over 2 billion people unbanked in the world today. Can you imagine the market, the size of the market? Over 2 billion people. So I encourage you to speak to Brutus, because this man here holds the key to what's happening in Africa. That's also the most profound change in most developing countries right now. A complete shift of the banking system. We're going from going to a guichet somewhere and talking to a banker to just talking to our iPhone. That's what's happening. Brutus, that was fascinating. I've never seen it this way. You know, I work in this field because these are my customers, but I've never seen it put that way. I think you should put Bank Orange here the next time you speak about it, and then you have lots of clients immediately. We'll go for lunch now. Back at 1:50. Thank you very much.